Monsieur, bonsoir. Les principes de l'actualité ce soir, manifestation de l'opposition. Le préfet de Dakar autorise la marche de demain 8 octobre. Il a toutefois tenu à préciser l'heure et l'itinéraire de la manifestation. Deux dates pour la Tabaski 2013. La coordination des musulmans du Sénégal retient le 15 octobre prochain. La Commission nationale de concertation sur le croissant linéaire va célébrer l'Aïd le 16 octobre prochain. Journée mondiale du travail décent. La situation des employés de maisons préoccupe les femmes de la coalition des centrales syndicales. Elle exige la ratification de la convention recommandée par l'Organisation internationale du travail. L'enquête de la semaine est consacrée au mouvement politique créé par les artistes après Y'en a marre et Fekke Matibole. D'autres mouvements réclament leur place dans la vie politique. Bienvenue à tous. Marche de l'opposition du 8 octobre. Le préfet de Dakar autorise la manifestation. Alioune Badara Diop est en ligne. Bonsoir, préfet. Bonsoir, madame. Justement, est-ce que vous pouvez préciser l'heure et l'itinéraire de la manifestation de demain, mardi 8 octobre 2013? Oui, la marche a été autorisée avec comme heure de départ 14h, heure de dislocation à 17h. L'itinéraire également qui a été retenu, c'est comme point de départ la place de l'Obélisque. Ils vont marcher le long du boulevard Général de Gaulle. Ensuite, arriver au niveau du rond-point de la RTS, ils vont continuer sur l'avenue Maliksi. Donc le point de dislocation et de dispersion de la marche sera donc la place Oran qu'on appelle le rond-point Post-Médina. Alors, préfet, le rond-point Médina, pourtant, l'opposition voudrait aller jusqu'à Rebeuss. Pourquoi les membres de l'opposition n'ont pas pu aller jusqu'à Rebeuss pour demain? Vous comprenez aisément que la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss est un point très sensible du point de vue sécuritaire. Il y a des personnes qui sont détenues dans cet établissement pour des raisons judiciaires. Pour des raisons sécuritaires, nous ne pouvons pas autoriser une manifestation sur la voie publique devant un établissement comme la prison. C'est pourquoi nous avons limité la marche donc déposée par la coalition au niveau du rond-point qui est le rond-point Post-Médina. Alors, préfet, la sécurité également sera-t-elle assurée? De ce point de vue-là, nous n'avons pas d'inquiétude à nous faire parce que la demande a été déposée depuis fort longtemps. Nous avons mené toutes les vérifications nécessaires, toutes les dispositions sécuritaires seront prises pour encadrer la marche. Parce que vous savez, la marche, c'est le régime de la déclaration. De l'autre côté, toutes les dispositions nécessaires ont été prises. Il reste bien entendu que cette marche qui regroupe beaucoup de personnes. Les organisateurs ont de responsabilité, un rôle important à jouer dans la bonne conduite de la marche. Donc nous espérons également que de l'autre côté, cette collaboration entre les organisateurs et les forces de sécurité nous permettront donc d'avoir une marche apaisée où toutes les libertés seront respectées. Alioune Badara Diop, préfet de Dakar, dernière question. Les militants de l'APR voudraient également manifester demain. Qu'en est-il exactement? Mais c'est vous qui nous donnez cette information sur une marche programmée par l'APR. Les marches font l'objet d'une déclaration. Au niveau des services de la préfecture de Dakar, aucune déclaration de marche n'a été déposée par le parti que vous appelez APR. Donc dès lors, nous considérons que la seule marche pour laquelle les instructions et un arrêté fixant l'itinéraire et le départ et de fin a été précisé, c'est la marche donc de la coalition pour le Tahaou Askanui. Donc il n'y a pas à notre niveau d'équivoque sur la question. Donc il n'y a pas de marche programmée par l'APR à notre connaissance.
Monsieur le préfet de Dakar, je vous remercie. Pour rappel, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, Oumar Sarr, a été convoqué par la DIC puis libéré cet après-midi. Les leaders de l'opposition tiennent en ce moment une réunion à la permanence du Parti démocratique sénégalais. Je vous le disais en titre, l'Aïd el-Fitr 2013, de date retenue pour la coordination des musulmans du Sénégal, c'est le 15 octobre prochain, alors que la Commission nationale de la concertation sur le croissant lunaire va célébrer la Tabaski le 16 octobre prochain. Cheikh Ahmed Tidiane Diouf Diafaraba. Chez nous, c'est le mardi 15 du mois d'octobre. La fête de Tabaski est retenue pour le mercredi 16 octobre 2013. Deux dates pour une seule fête, l'Aïd el-Kabir, communément appelé Tabaski. L'événement sera célébré le 15 pour certains et pour d'autres, c'est le 16 octobre. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a scruté le ciel hier. Et comme vous le savez, le croissant lunaire est apparu sur l'ensemble du territoire national. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a aperçu. Alors qu'on était au 29e jour du mois lunaire. On ne peut pas se référer sur un autre pays comme ça, facilement, parce que les textes ne le disent pas. Scrutez, vous voyez, si vous ne voyez pas, vous mettez un jour de plus. Donc, comme les textes, nous nous référons sur les textes islamiques, qui sont la charia, qui nous disent comment il faut interpréter les textes. Donc, nous, on n'a pas le droit de les amender ou d'y additionner quoi que ce soit. Respectons les textes, soyons dans les délais et faisons-le comme cela se doit. On a scruté la lune avant-hier, le samedi, et on a des informations fiables que le croissant lunaire a été aperçu dans certains pays musulmans. Donc on célèbre la Tabaski, Inch'Allah, le mardi, par rapport aussi aux enseignements du prophète, qui avait donné instruction de célébrer la Tabaski juste après la station d'Arafat, 24 heures après la station d'Arafat, et tout le monde sait que la station d'Arafat, c'est le lundi prochain. C'est pas à Dakar, ça se passe, qu'on nous dise que maintenant les gens, comme ils font Arafat tel jour, nous aussi on doit refaire tel jour. Nous ne sommes pas à Arafat. Arafat n'est pas à Tilène ni à Sandaga. Arafat est à la Mecque. Une différence certes, mais pas une divergence. Pour ces imams, une retrouvaille est bien possible, seulement à des conditions. Peut-être qu'il faudra trouver des solutions, et ces solutions doivent émaner d'un dialogue autour d'une table entre les différents acteurs, entre les différents musulmans, poser les vraies questions. Je crois qu'on peut se retrouver autour de l'essentiel. De ne pas créer des polémiques. Faisons tout dans l'unicité, faisons tout ensemble, faisons tout comme cela se doit et comme on l'a indiqué, et tout va bien se passer. Le Coran et la Sunna, les seules références des musulmans, et malgré cela, toujours un désaccord concernant les fêtes. C'est l'avis de ces imams qui pensent qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à la raison. Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, merci. Et puis, Journée mondiale du travail décent, la situation des employés de maison préoccupe la coalition des centrales syndicales. Les femmes de la dite coalition exigent la ratification de la convention recommandée par l'OIT afin que ces employés puissent disposer des mêmes droits que les autres travailleurs. Fatimata et Diafaraba. Ils en ont ras-le-bol, heures de travail déraisonnables, salaires de misère sont entre autres les points de revendication de ces travailleurs et travailleuses domestiques. Ils sont soutenus dans leur combat par des femmes syndicalistes. Au moment où nous parlons de travail décent, qui est célébré aujourd'hui, la commémoration de la journée du travail décent, il y a une marge de la population de travailleuses et travailleurs qui sont complètement marginalisés. C'est-à-dire que les travailleuses et travailleurs domestiques n'ont pas encore le droit qui leur revient, c'est-à-dire d'avoir des heures normales de travail, de jouir de congés comme tout le monde, de jouir de salaire normalement. Nous sommes là pour dire à l'État encore, de le dire et de booster l'État pour qu'il ratifie la Convention 189, parce que le Sénégal fait partie des 12 pays qu'on a ciblés au niveau de l'OIT pour ratifier la Convention 189. Ces travailleurs déplorent la violence dont ils sont victimes. Les droits des travailleurs et travailleurs domestiques en général sont toujours bafoués. Ils ne travaillent pas à l'heure. Il y en a qui passent des journées et des mois dans le lieu où ils travaillent. Du 1er janvier au 31 décembre, ils n'ont pas de congé. Quand il y a vol au niveau de la maison, en général, ce sont des travailleurs et travailleurs domestiques. En général, les travailleurs et travailleurs domestiques sont violés. Ils sont violés dans leur lieu de travail. Et en général, ils n'osent pas parler. Ils n'osent pas parler parce qu'en fait, ils ne sont pas, en général, ils ne sont pas instruits. Quand vous voyez des travailleurs et travailleurs domestiques qui font le ménage,
cuisine dans le lieu de travail et qui en général ne partagent pas le même plat avec leur patron. Et ça vraiment c'est une stigmatisation. Les autorités étatiques sont invitées à ratifier la Convention 189 avant le 19 novembre 2013, date à laquelle le Sénégal abritera la 2e conférence internationale des femmes. Le taux d'urbanisation au Sénégal est passé de 23% en 1960 à près de 41% en 2000, une croissance démographique rapide qui demande une analyse pour une meilleure mobilité urbaine. Les acteurs de l'urbanisme se sont réunis ce matin pour célébrer la Journée mondiale de l'habitat. Compte rendu signé à Tanarba et Maïmouna Ndiaye. Le taux d'urbanisation du Sénégal est estimé aujourd'hui à 26%. En 2015, il atteindra près de 43% d'après les statistiques. Cette forte urbanisation mérite d'être revue. Ceux qui habitent dans la banlieue s'en rendent compte tous les jours. Et il est clair qu'il est bon qu'on adresse cette question-là et qu'on la mette en relation notamment avec la planification, avec l'aménagement dans nos villes. Et c'est ce que nous avons essayé d'effleurer et nous avons convoqué la réflexion aujourd'hui de nos panélistes, de nos participants sur ces questions-là. Dès lors, il faut renforcer l'accès aux services sociaux de base, une innovation technologique. Concevoir des espaces accessibles qui réduisent l'usage des transports et des infrastructures. C'est en optimisant les densités urbaines et l'utilisation d'espaces qu'on pourra produire des villes à l'échelle et au service des habitants. Cette démarche va s'appuyer sur l'acte 3 de la décentralisation, l'occasion d'adresser les véritables problèmes de la mobilité urbaine. Quand on parle de mobilité, il y a clairement le déplacement des personnes par les transports, mais vous savez qu'il y a des personnes qui préfèrent marcher ou alors qui préfèrent se déplacer en véhicule non motorisé. L'acte 3 de la décentralisation, je me dis que c'est une opportunité puisqu'on y parle de communalisation universelle, une opportunité d'articuler les politiques État central et État décentralisé. Le président de la République parle souvent de la territorialisation des politiques publiques et c'est l'occasion pour nous, effectivement, de mettre dès la conception cette question de mobilité urbaine au centre de nos politiques. Pour une meilleure adaptation au changement climatique, le ministère de l'Urbanisme propose la mutualisation des transports publics pour accompagner les plans de déplacement urbain. Et puis sur les 10 000 logements sociaux annoncés par le gouvernement, plus de 1200 ont été attribués. Un programme en pleine expansion selon le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Khoudia Mbaye a tenu ses propos en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. Nous l'écoutons, elle est avec Maïmouna Ndiaye à Tanarba. Nous avons plein d'autres privés qui ont réalisé 200 logements, 145 logements. J'ai demandé à la direction de l'habitat de me faire le point maintenant de cela. Pour les parcelles, moi-même je me suis rendu sur le terrain pour délivrer des attestations sur les zones d'aménagement concertées. Et aujourd'hui, nous avons la SNHLM très bientôt qui va organiser une descente sur le terrain pour que nous puissions délivrer des attestations sur Kermassar. Nous sommes en train de réaliser des parcelles à Diamniadio aussi. Je pense que au finish, la dernière fois qu'on a fait le point logement et parcelles, on était aux environs de 8 000. Et puis, recrudescence des incendies dans les marchés du Sénégal. Après Kaolack, c'est au tour du marché de Thiès de prendre feu. La question de l'assurance des commerçants pour prévenir les risques d'incendie est donc brandie. Mais pour beaucoup de commerçants, cela n'est pas à l'ordre du jour, même s'ils sont appelés à aller se faire assurer. Suivons le reportage signé Daoud Sow, Alioune Diagne. Non, moi je ne suis pas assureur. Non, franchement, je ne suis pas assuré, même si je connais bien les avantages que l'assurance peut m'offrir. Ces deux commerçants sont bien conscients des risques encourus à ne pas être assurés. Et pourtant, ils ne le font pas. Pour cause, la confiance aux sociétés d'assurance fait défaut. Quand tu payes ton assurance, quand tu as un problème par exemple, quand tu as un problème, c'est difficile qu'ils te prennent en charge. Quoi. Mais il y a des assureurs qui sont honnêtes, mais il y a qui ne sont pas honnêtes. Une affaire de famille tamit
Les assureurs doivent aussi être plus réactifs. Des fois, tu es assuré et si un incident survient, tu es obligé de courir derrière les assureurs pour être dédommagé. Et cela n'est pas normal, surtout si tu payes normalement. Les assureurs, pour leur part, rassurent. Suite aux incendies notés ces derniers jours dans les marchés, ils invitent les commerçants à opter pour l'assurance pour faire face à de tels sinistres. Si toutefois le commerçant est assuré, à la survenance d'un sinistre comme le cas de Thiès de l'incendie, la compagnie envoie un expert. Il va évaluer les pertes. Et la compagnie, dans les meilleurs délais, va indemniser le commerçant pour lui permettre de ne pas avoir une rupture dans ses activités, pour lui permettre d'honorer ses engagements par rapport à ses fournisseurs. Certains marchands semblent avoir perçu le message et se disent déjà assurés. Si tu as beaucoup de marchandises dans ton magasin et que tu n'es pas assuré, c'est un risque énorme. C'est pourquoi j'ai choisi d'être assuré. L'UNACOIS mise sur la sensibilisation des commerçants sur l'importance de l'assurance. C'est pour cela que donc, nous, au niveau de l'UNACOIS, sachant le danger qu'encourent les commerçants, nous avons signé une convention avec une compagnie d'assurance qui ont leur bureau ici à l'UNACOIS pour sensibiliser tous les commerçants et leur dire le danger qu'il y a de ne pas assurer leurs biens. Nous l'avons fait ce que nous devons faire en tant qu'association. Ce qui reste maintenant, il appartient aux commerçants de comprendre l'intérêt de l'assurance. Après l'incendie survenu au marché central de Thiès, le ministre du Commerce, Alioune Sarr, appelait les victimes à avoir une culture de l'assurance, puisque l'État ne peut pas tous les dédommager. L'actualité hors de chez nous, d'abord en Italie, à Lampedusa, où 17 corps ont été repêchés ce lundi, puis en Somalie, un raid des forces américaines a eu lieu. Il visait un islamiste Chebab. C'est un récit de Nafissa Toussila. Les islamistes auraient lancé de loin des obus sur la ville de Gao. Cette information a été confirmée par des témoins et par le service de communication de l'opération militaire française Serval au Mali, qui a précisé qu'un soldat malien avait été blessé et 2 maisons ont été touchées. Selon une source militaire malienne, des troupes ont été tout de suite dépêchées vers l'endroit d'où venaient les tirs d'obus. Selon des habitants de la ville, les tirs venaient de la sortie nord de Gao qui mène vers la localité de Bourem. Le raid mené ce week-end en Somalie par les forces américaines visait le Kenyan d'origine Abdulkadir Mohamed Abdulkadir, un dirigeant du groupe islamiste Chebab surnommé Ikrima. Selon des sources, Ikrima était associé avec les militants d'Al-Qaïda Haroun Fazoul et Saleh Nabhan, aujourd'hui décédés, qui ont joué des rôles dans l'attentat à la bombe contre l'ambassade des États-Unis à Nairobi en 1998 et les attaques de Mombasa en 2002. En milieu de journée, 17 nouveaux corps, dont ceux de 4 femmes, avaient été récupérés par les plongeurs. Ces derniers devaient se concentrer sur l'arrière de l'embarcation avant de pénétrer dans la cale où devraient se trouver les migrants ayant payé les billets les moins chers pour passer en Europe. Les autorités qui ont récupéré 211 corps redoutent que le naufrage de jeudi dernier ait en réalité fait entre 300 et 360 morts. À la demande de l'Italie qui fait face à un afflux exceptionnel de migrants, l'immigration figurera mardi à l'ordre du jour d'une réunion ministérielle européenne à Luxembourg. En effet, l'Italie a reçu en début d'année 30 000 migrants, 4 fois plus qu'en 2012. Ce mercredi, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, se rendra sur l'île afin de rendre hommage aux victimes et exprimer solidarité et gratitude aux habitants de Lampedusa. Dans un communiqué, José Manuel Barroso a affirmé que la Commission, dans la mesure de ses compétences, continuera à travailler sur des mesures et des actions concrètes. Foot pour démarrer, les Lions du Sénégal vont devoir bien occuper les couloirs face aux Ivoiriens pour espérer un bon résultat samedi prochain à Abidjan. C'est du moins l'avis de Bruno Ferry, l'entraîneur de Dakar Sacré-Cœur. Ses propos sont recueillis par Chersad Boudjara. Savoir neutraliser les couloirs, pour ça il faut essayer d'être au moins à égalité numérique, si ce n'est en supériorité numérique. Pour ce qui est de l'axe, on sait aussi qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de talent, donc ça va demander forcément un travail des joueurs à vocation offensive, peut-être les 2 attaquants. Si Alain Giresse décide de jouer en 4-4-2, il va falloir un investissement de tout le monde. Mais vous savez, à partir du moment où l'équipe est bien en place, les espaces sont réduits, l'équipe adverse n'a pas de profondeur, n'a pas de jeu vers l'avant, ça va devenir compliqué pour eux aussi. Ouais.
Les Lions ont entamé leur préparation ce lundi à Paris. Et puis le champion à titre de la Ligue 1 sénégalaise se renforce. Diambar a recruté Christian Pascal Diatta, milieu de terrain de Casa Sport, et Alphonse Ba de Niary Tally pour la prochaine saison. Engagée en Ligue africaine des champions, l'Académie de Saly prévoit un budget de 150 millions de francs CFA pour la saison 2013-2014. Et puis les finales garçons et filles du championnat de handball ont été jouées ce dimanche et c'est la fortune maintenant avec les étudiants du Duc, car si les garçons ont su dominer le Jaraaf au tir au but 3-0, les filles ont pour leur part cédé face aux Saltigués sur le score de 25-14. Reportage Abdoul Aziz Khan, Yaya Diallo. Il a la balle de match entre ses mains. Eric Sagna s'apprête à effectuer le dernier tir de la série de pénalty. Le joueur du Duc ne tremble pas. Les étudiants remportent ainsi le championnat de handball et destituent par la même occasion leur adversaire du soir, le Jaraaf. Une victoire au bout de la nuit, au cours d'un match épique. Si les étudiants prennent les devants en première période sur le score de 12-9, c'est un mano à mano qui se dessine en deuxième mi-temps, jusqu'à la fin du match avec un score de 27 partout. Le chassé-croisé se poursuit dans les prolongations, qui s'achèvent sur le score de 31 partout. Le suspense ne sera pas le même lors de la séance de tir au but, avec un score sans appel de 3-0. C'est alors la joie côté étudiant. Mais en face, l'entraîneur du Jaraaf pointe du doigt l'arbitrage. C'était quand même difficile d'être calme sur un match comme ça. Où pendant 60 minutes, il y a je prends l'exemple d'un joueur qui fait la même faute. Tout le monde sait quoi, handball. Ça, c'est une faute. Quand on est défendu, ce mouvement-là, accrocher le bras de l'autre, c'est une faute. Pendant 60 minutes, on n'y a pas sifflé une faute. La finale était dure. On a joué 2 fois 30 minutes et puis après les prolongations, je pense que les choses se jouaient sur un fil, sur des erreurs, sur des pertes de balles, sur des erreurs techniques ou tactiques, etc. Et donc, aujourd'hui, je suis content, c'est vrai. Je ne manifeste pas mon plaisir en criant, en truquant, parce que je sais que c'est dur pour les gens du Jaraaf, donc je respecte cela. Mais la deuxième chose, c'est que on voulait ce titre. Les filles du Duc n'ont pas connu la même réussite que leurs homologues masculins. Survoltées qu'elles ont été par une équipe du Saltigué qui n'a pas fait dans le détail. Score final 25-14. Je remercie encore Duc qui n'a pas démérité, mais féliciter le Saltigué qui a bien joué, qui a respecté les consignes, qui a joué pour son président Korafal, pour son maire, M. Babadour. Ça a été vraiment super. Les Rufusquoises confirment ainsi leur suprématie en championnat avec un 3e titre d'affilée. Les mouvements politiques créés par les artistes foisonnent ces dernières années au Sénégal. Après le succès de Y'en a marre et celui de Fekeme Tchiboli, d'autres mouvements ont vu le jour et comme pour revendiquer leur place dans la vie politique. L'enquête de la semaine signée Cheikh Abdoukhadr Mbakesek Diafaraba. Depuis quelques années, l'arène politique est investie par des artistes à travers la création de mouvements, une implication qui commence à prendre des proportions importantes, une manière de participer activement à la vie politique. Avant que d'être artiste, l'homme artiste est avant tout un citoyen. Donc quelqu'un qui vit sa société, qui a les mêmes problèmes que n'importe quel citoyen. Donc il a aussi des idées sur ses désirs, sur ses envies, sur la conduite de l'État, puisqu'après en fait n'est rien d'autre qu'un délégataire de pouvoir. Kergui avec Y'en a marre, Youssou Ndour avec Fekeme Tchiboli et Ouza avec Jotna, entre autres, tous ces mouvements dénotent une forme d'échec de la classe politique. À partir du moment où ce personnel politique à prendre effectivement et concrètement en charge les besoins et préoccupations des citoyens sénégalais, je pense qu'à ce moment-là, si d'autres gens qui a priori ne devaient pas venir sur le champ politique, si ces gens-là se disent qu'ils doivent venir sur le champ politique à cet instant-là, à ces moments-là, je pense qu'il y a un besoin il y a une lecture à faire à ce niveau. Ça veut dire que ces gens-là, ils estiment que le personnel politique a plus ou moins échoué sur certains domaines. Avec les difficultés de la musique liées notamment à la piraterie, est-ce une manière de se faire une santé financière? Jusqu'à preuve du contraire, je crois que ce sont des convictions. Je ne veux pas prêter, je ne connais pas leur intention, je ne vis pas avec eux. Mais, comme je l'ai dit, je crois qu'ils ont la prétention de s'impliquer en politique. Peut-être qu'ils laissent de côté un instant, comme Youssou Ndour l'avait fait à un moment, en disant, bon, moi je vais être délégataire. Ok,
je veux effectivement mettre à jour, traduire en action les idées que j'ai, mais aussi parce que je vis avec le peuple. Pour le cas de Ouza, je ne crois pas. Bon, Ouza, Ousmane Diallo, on le connaît depuis très longtemps, c'est un musicien extrêmement engagé. C'est un musicien qui est extrêmement engagé. Je ne crois pas qu'il soit concerné par ce type de considération. Mais dans tous les cas, je pense que d'une certaine manière, tous les artistes ou toute autre personne qui viendra sur le champ politique pour s'enrichir, je pense que l'opinion est assez édifiée maintenant et assez éveillée maintenant pour distinguer le bon grain de livret, comme on dit, quoi. Des artistes engagés aujourd'hui en politique, reste à savoir s'ils pourront bien réussir dans leur nouvelle mission. Cheikh Abdou Khadr Mbacké Seck, merci. Merci également de votre fidélité. L'information revient demain matin à 7h. Bonne suite de programme sur la TFM et bonsoir.